L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision, bon après-midi chez vous pour ce 3e lundi du mois de janvier. Nous allons nous rendre au Cameroun, nous allons nous rendre ensuite du côté du vieux continent. Nous allons parler de l'OTAN, oui, de cette organisation d'envergure. L'escale de cet après-midi nous conduira tout droit au niveau des pays baltes. Nous sortirons de là pour nous rendre en Syrie et nous allons clôturer par l'Asie-Pacifique. On saura ce qui s'est passé entre le Pakistan et l'Iran. Pour en parler cet après-midi, je reçois pour vous Morgane Assogmame Tonji, il est consultant géopolitique. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana. Le second invité, c'est Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Alors, la toute première escale de ce lundi, présidentielle 2025 au Cameroun, l'Alliance politique pour le changement de l'opposition mise sur les fonds baptismaux. Nous sommes à un an, Morgane, des présidentielles 2025 au pays de Paul Biya, de Samuel Eto'o et j'en passe. Le président du MRC prend la tête de l'Alliance politique pour le changement. Je vous écoute. Oui, c'est une façon pour cette alliance ou pour ces acteurs politiques qui ont décidé de se mettre en alliance de dire qu'ils ont l'intention d'être des challengers de taille pour le président Paul Biya. Mais la question qu'on est en droit de se poser et dont la réponse n'est pas forcément dans le sens de fait de des challengers de taille, c'est quelle est leur capacité à pouvoir battre campagne suffisamment pour faire front à Paul Biya, quel est leur capital d'influence politique pour pouvoir déjouer la capacité assez impressionnante et dominatrice du RDPC, qui est la machine politique du président Paul Biya. Et lorsqu'on se pose toute cette question, on se rend tout de suite compte qu'il s'agit d'une alliance qui dispose juste d'à peine quelques mois pour harmoniser sa stratégie, harmoniser ses efforts, une chose qui est très difficile. Mais nous sommes quand même à un an de la présidentielle, oui, c'est pas rien. Un an, ça fait 12 mois. Et quand on parle d'une machine comme le RDPC et son ampleur, ses ramifications dans la population camerounaise, c'est difficile d'avoir une alliance qui, en un an, arrive déjà à se découvrir, à s'entendre, à s'harmoniser pour pouvoir faire un front efficace à cette machine politique dirigée par le président Paul Biya. Donc, c'est difficile de voir le bout du tunnel pour ce qui est de la capacité. Mais on peut commencer par creuser quand même. Oui, bon, ils ont déjà commencé par creuser. La question qu'on va se poser, c'est comment, avec quoi il faut creuser lorsqu'on est face à une situation pareille, ou est-ce qu'ils ont les outils capables de permettre à ce qu'ils puissent creuser effectivement pour atteindre le bout du tunnel. Alors, Hamzat, nous savons tous que l'objectif de cette alliance est de soutenir le président Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir est-ce que cet objectif sera véritablement atteint? Oui, la question pour moi surtout est de savoir est-ce que Maurice Kamto est prêt, parce que c'est une chose est de vouloir être l'alternance, de pouvoir créer l'alternance au sommet de l'État, mais l'autre chose est véritablement de mettre en place une stratégie
qui puisse aller dans le bon sens des choses. Et ça, c'est une chose notable qu'on note en matière de carence dans les directives de Maurice Kamto depuis plusieurs années. Alors, moi, je vois positivement cette alliance, dans la mesure où, pour faire front contre le système aujourd'hui, le système politique, le système mis en place par l'éternel Paul Biya, eh bien, il faut se concerter, il faut se réunir, il faut unifier ses forces et partir en bloc uni. C'est ce qui a toujours fait, je vais dire, l'absence, ou plutôt c'est ce qui a toujours créé cette carence au sein de l'opposition camerounaise depuis plusieurs décennies. Et si véritablement ils vont au bout, c'est-à-dire en étant sincères sur le principe à la base et qu'il n'y ait pas de fronde sur le chemin et que les principaux acteurs s'investissent en matière de stratégie, je pense que ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'alternance démocratique au Cameroun. Mais la question est de savoir, est-ce qu'en un an, c'est possible? Parce qu'il y a des voix divergentes et discordantes aussi, même au sein de l'opposition, qui ne veulent pas forcément du leadership de Maurice Kamto, eu égard à certaines considérations qu'on peut développer durant ce débat. Mais j'ose croire que si les conditions sont réunies, parce qu'il faut que les conditions soient aussi réunies, il faut obtenir le parrainage, parce que sans le parrainage, évidemment, justement, parlant de parrainage, nous allons en parler tout à l'heure avec votre permission, mais je vais me retourner vers Morgane, excusez-moi. J'allais quand même finir. Oui, allez-y. Pour que ça soit une véritable, enfin, une réalité, il faudrait réunir certaines conditions, dont l'obtention des parrainages, ou si il reste une autre alternative, si ils n'obtiennent pas les 300 parrainages, ils peuvent se rabattre sur une autre partie qui existe et qui a notamment des élus. Et c'est ça aussi la carence de Maurice Kamto, c'est-à-dire Maurice Kamto, sur l'échiquier politique aujourd'hui, il n'a pas un vrai poids. Si vous n'avez pas d'élus, quand vous vous levez un matin pour boycotter les élections, vous allez vous rendre compte 5 ans après ou 4 ans après, les conséquences sont là. Ça finit toujours par vous rattraper. Et j'ose citer ce proverbe africain qui dit « Le séjour d'un tronc d'arbre dans la rivière ne le transforme pas en poisson, en crocodile. » Alors, Morgane, une alliance comme celle-là, normalement, on devrait retrouver toutes les composantes de l'opposition camerounaise. Mais déjà, à peine porté sur les fonds baptismaux, on parle déjà d'exclusion au niveau de cette alliance. Et le second volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que véritablement cette alliance peut challenger le parti au pouvoir? Telle que présentée à l'heure où nous sommes, cette alliance ne fait pas le poids sur le plan financier, sur le plan stratégique et sur le plan capital politique. Mais quand vous regardez aussi le besoin de faire un front uni dont a parlé mon vis-à-vis tout à l'heure, il faut rappeler qu'il fut une époque où le NDC de John Frundi faisait... Le SDF. Le SDF de John Frundi faisait vraiment le front qu'il fallait. Tout seul, il n'avait pas forcément besoin des autres. Ce n'est pas le front uni qui est le problème au Cameroun. Le problème au Cameroun est ailleurs. Le problème au Cameroun, c'est est-ce que le peuple camerounais, pris dans son entièreté et dans sa majorité, est prêt à faire sans Paul Biya? Et quand je dis prêt à faire sans Paul Biya, on a beau faire ressortir les tares du leadership du président Biya, mais s'il y a une chose qui est claire et nette, c'est que son capital d'influence politique Vous voulez dire que les Camerounais adulent leur président, c'est ça? Pas que les Camerounais adulent leur président. Le président Paul Biya a su mettre en place un mécanisme qui fait de lui l'homme que les Camerounais apprécient en général. On ne va pas simplement écouter les voix qui s'élèvent contre lui pour critiquer sa façon de gérer, mais il faut qu'on regarde ce qu'il suscite comme intérêt par le biais de tous les éléments du RDPC qui soutiennent et travaillent à ce que le système Paul Biya soit maintenu en place. Donc ici, nous parlons d'un système et des éléments de ce système qui devront
décider s'ils sont prêts à changer de système ou pas. Et ce qui met tout de suite de l'autre côté de cette opposition et de cette alliance une difficulté majeure à pouvoir relever. Maintenant, quand vous regardez l'approche de l'opposition, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus une approche de front qu'une approche profonde. Une approche de front, pourquoi? Parce qu'on parle d'une alliance entre des leaders de certains partis politiques, mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'en est-il de la base? Est-ce que les militants sont de cet avis? Et tout ceci nous ramène, une fois de plus, à la question la plus importante de tout ce dont on parle, le système partisan en Afrique, et en l'occurrence au Cameroun. Alors, je me retourne vers vous. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Nous savons tous que Maurice Kamto était absent lors des dernières joutes électorales. Aujourd'hui, il se retrouve sans élu, aussi bien au niveau des mairies qu'au niveau du Parlement. Et selon le code électoral, vous l'avez également souligné, il aura besoin de 300 signatures des personnalités et peut-être, pourquoi pas, se faire coopter par un parti, un autre parti politique au niveau du paysage politique camerounais. Mais lorsqu'on regarde tous ces ingrédients réunis, est-ce que la faisabilité de la chose pourra permettre véritablement à Maurice Kamto d'être celui-là qui pourra défendre la couleur de l'opposition en 2025, sachant pertinemment qu'il n'a pas d'élu? Je pense que le principal défi de Maurice Kamto n'est pas en réalité d'obtenir les 300 signatures, comme vous l'avez évoqué, ou n'est pas foncièrement non, je pense que ces étapes, il va les gravir sans problème. Il aura des parrainages alors qu'il n'a pas d'élu? Je pense qu'il va les avoir, hein, les signatures. Et sûr, même s'il n'a pas les signatures, il peut se rabattre sur un autre parti. Ça, c'est sûr. C'est une possibilité qui existe. Mais quand question, on connaît un peu la complexité du paysage politique camerounais... Justement, c'est là où j'allais y venir en réalité. Et je tire un peu le drap de ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure par rapport à l'après. C'est-à-dire, même s'il réunissait ces signatures, est-ce qu'il peut véritablement faire le poids sur la campagne déjà et sur le terrain? C'est de ça qu'il s'agit, parce que l'éternel Paul Biya, comme j'insiste depuis le début, on a beau le dire, hein, il a l'air vieux, il a l'air dormant, mais en matière de politique, il reste un renard, mais incomparable. Et il arrive à dominer les grands électeurs, il arrive à avoir la même... Est-ce qu'il arrive à dominer les grands électeurs sans l'aide des militants à la base? C'est ça le complexe camerounais. Le complexe camerounais, surtout en matière politique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'avis des militants à la base. Quand vous prenez l'avis des militants à la base, quand vous prenez l'avis des citoyens camerounais, beaucoup veulent une alternance au sommet de l'État depuis des années. Mais force est de constater que dans la réalité, c'est toujours l'éternel Paul Biya qui reste, et c'est ces sbires autour de lui, ces électrons qui continuent de graviter autour de lui, qui imposent leur loi. Et c'est ça le paradoxe camerounais. Mais j'insiste là-dessus, c'est que Paul Biya est un stratège politique avec une efficacité mais redoutable. Et son parti politique est une machine de guerre. C'est-à-dire, ils ont l'arsenal nécessaire qu'il faut, mais pour dérouler. C'est-à-dire, Maurice Kamto, même s'il obtenait ses signatures, il pourrait se faire marcher dessus, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord. Alors on va dire, oui, le système était en place depuis longtemps, et à tous les rouages pour peut-être bourrer les urnes ou ce que vous voulez, mais si on exclut ce contexte, je pense que le parti au pouvoir reste une machine de guerre qui a tous les outils qu'il faut pour dérouler. Et c'est ça le véritable défi de Maurice Kamto aujourd'hui. J'ose croire qu'il saisit les priorités, c'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps dans ces broutilles à vouloir avoir le plus d'alliances, à avoir le plus d'alliés. Et j'ose croire qu'il ne va pas perdre son temps là. Parce que là où il doit plus perdre du temps, c'est au niveau de sa stratégie, c'est au niveau de sa façon de gagner, peut-être de glaner, je vais dire, ces grands électeurs qui, d'une certaine façon, ont déjà étendu leur serre-pied à Paul Biya. Donc, c'est ça son véritable défi. D'accord. Je crois qu'il pourrait y arriver. Ouattenti, les jours à venir nous le diront. Là, nous nous rendons du côté du vieux continent où le temps nous a annoncé des manœuvres d'envergure pour cette année 2024. Une démonstration de force de l'OTAN bientôt de mise, Morgane.
intéressant dans ce cadre international dans lequel vous avez plusieurs conflits qui se déroulent et vous avez une remise en cause même de la capacité de l'OTAN vis-à-vis à cette situation conflictuelle entre la Russie et l'Ukraine, où aujourd'hui on en vient à se poser des questions sur la capacité de l'OTAN. Peut-être que l'OTAN n'a pas voulu se mettre en avant. Non, mais l'OTAN s'est mis très en avant par le biais de ces mêmes États qui font partie de l'OTAN et qui ont décidé quand même, malgré tout, ont décidé d'exprimer leur soutien, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de la logistique et que ce soit sur le plan même stratégique, d'exprimer leur soutien à l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on constate après un certain nombre de temps, quelques mois, on va dire un peu plus d'une année, pratiquement 2 ans maintenant, on constate purement et simplement que l'OTAN a de la peine non seulement à maintenir le soutien économique, stratégique et logistique à l'Ukraine, mais surtout à se faire écouter sur l'ensemble des sphères conflictuelles qui existent aujourd'hui. Quand on parle de sphères conflictuelles, on parle de ce qui se passe de l'autre côté du Moyen-Orient, on parle de ce qui est en train de naître de l'autre côté entre le Pakistan et l'Iran. On parle de plusieurs fronts sur lesquels aujourd'hui on se demande si l'OTAN peut continuer à être un partenaire stratégique en matière de sécurité. Et l'OTAN éprouve donc le besoin de faire une démonstration de force pour rappeler que l'OTAN existe toujours et que l'OTAN continue d'être un acteur majeur en matière de sécurité sur la scène internationale. Mais la question qu'on est aussi en droit de se poser, c'est est-ce que cette démonstration pourra convaincre? Et là, tout de suite, on a du mal à voir cette démonstration convaincre, surtout lorsqu'on sait que le principal acteur majeur qui donne vie à l'OTAN étant les États-Unis, qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté, aussi bien sur le plan économique que sur le plan logistique et stratégique. Stratégique, pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les institutions politiques aux États-Unis, que ce soit au Congrès, que ce soit au Sénat, et même quand vous regardez les allures que sont en train de prendre la pré-campagne, parce qu'on est déjà dans les primaires aux États-Unis, vous comprenez que les États-Unis ont intérêt à se la couler douce pendant un certain moment. Et donc, cela remet en cause les capacités économiques, stratégiques de l'OTAN par rapport à cette démonstration de force et au message qu'on souhaite porter à l'attention de la scène internationale. Alors, Hamza, de telles manœuvres d'envergure, les dernières ont quand même eu lieu en 1998, en pleine guerre froide. Alors, lorsque l'OTAN fait cette annonce, est-ce que nous allons vers un tournant décisif par rapport à la guerre russo-ukrainienne? Alors, je pense que l'OTAN joue son rôle, celui de cette alliance qui veut marquer les esprits, surtout dans une période aussi sensible qu'on vit aujourd'hui, même en plein cœur de l'Europe. Et je pense que c'est hautement stratégique pour peut-être intimider le camp d'en face aussi, parce que je trouve que les infrastructures ou les équipements mis en place pour cet exercice sont d'envergure. Ça, c'est important et je pense que ça pourrait intimider n'importe qui sauf Vladimir Poutine. Ça, on doit être clair là-dessus. Parce que même s'ils réussissent à mobiliser... Le maître du Kremlin. Le maître du Kremlin, même s'ils réussissent à mobiliser 90 000 hommes durant cet exercice, c'est quand même très énorme, important. 90 000 hommes, des milliers ou 1100 véhicules militaires, c'est énorme en matière de ressources humaines, en matière d'équipement, c'est énorme. Et je pense que ça dénote une nouvelle fois que l'OTAN est toujours à côté de la plaque. Je m'explique. Vous savez, dans les années 90, quand George Bush père voulait renouer ou faire renaître l'alliance sacrée qu'il y a eu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en mettant en place l'OTAN pour justement éviter les futurs conflits. C'était dans un seul objectif, celui de la domination, de la continuité, de la domination, de la puissance. Et George Bush père avait fait une équation très complexe à l'époque, qui aujourd'hui se retourne déjà contre tous ceux qui pensaient pareil. C'est-à-dire, il a dit une superpuissance moins une autre superpuissance, il ne reste qu'une seule superpuissance. Ouais. Et nous entrons pour lui à l'ère d'unilatéralisme.
Et il s'est trompé sur toute la ligne. Parce qu'à l'époque, l'URSS était tombé et il se disait, sans l'URSS, eh bien... Les États-Unis deviendront les maîtres du monde. Exactement. Les États-Unis et leurs partenaires deviendront les maîtres du monde en imposant leur domination, en imposant leurs idées. Et aujourd'hui, l'échec est important à constater, surtout au niveau de la Russie qui a réussi véritablement à aller au-delà de ces considérations. La deuxième chose, je pense que l'OTAN est resté bloqué dans la période de la guerre froide. Resté bloqué dans la mesure où, pendant un très bon moment, même avant le début de ce conflit, l'OTAN était même en train de mourir, littéralement. Je me rappelle, Donald Trump voulait sortir de cette alliance, et vous savez, si les États-Unis sortaient de l'alliance, eh bien c'est la mort annoncée de l'OTAN. Hein. Donc, je pense que face à cette mort programmée de l'OTAN, il fallait faire quelque chose. Donc l'OTAN était resté dans cette dynamique de la guerre froide pour alimenter ce qui se passait dans cette région. Et malheureusement, n'ayant pas compris les enjeux qui sont aujourd'hui sociaux, eh bien l'OTAN continue d'investir dans l'armement, continue d'investir dans le militaire. Pour quelle fin, finalement? Ça ne rapporte pas grand-chose. Et c'est les populations, évidemment, aujourd'hui, qui en payent les fruits. Alors, Morgane, le consultant géopolitique que vous êtes, lorsque le commandant suprême des forces alliées en Europe fait une annonce du genre et déclare, je cite, « Ce sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres. » Alors, cette déclaration peut sonner de deux façons diamétralement opposées. La première façon, c'est une façon de dire on est inquiété, on a peur. Avec tout ce qui se passe, il faut qu'on rappelle quand même qu'on a des capacités. Et la seule façon de faire en sorte que ceux qui sont en face n'abusent pas ou n'osent pas mettre en place un dispositif qui va menacer de façon plus prononcée notre sécurité, c'est de faire une démonstration de force. De l'autre côté, on peut dire, ça peut sonner comme, on constate qu'il y a une difficulté de parler d'une seule voix aujourd'hui. Et l'OTAN étant un mécanisme pas seulement sécuritaire, parce que quand vous regardez de près, l'OTAN n'est pas que sécuritaire, c'est hautement économique. Étant un mécanisme pas que sécuritaire, mais aussi économique, pourquoi ne pas mettre en place un show qui va coûter des milliards, parce qu'il faut regarder combien ça va coûter de déplacer 90 000 hommes, où est-ce qu'on va trouver le matériel, la logistique, qui sont les entreprises qui vont gagner le marché de mise à disposition de ces entreprises. Chacun voudra avoir une part du gâteau. Il faudra voir le budget de cet exercice, ce que je ne connais pas, mais que j'imagine est un budget assez salé, et se poser la question de savoir où va cet argent, dans les poches de quel État. Ce qui est clair, c'est que chaque partie aura sa part du gâteau. Maintenant, dans quelle perspective on se décide de donner cette part de gâteau assez énorme à des États alors qu'on est en pleine période de crise économique où chaque État est en train de réfléchir à comment mieux gérer ses fonds. C'est juste une façon peut-être de dire, bon écoutez, distribuons quelques sous par-ci par-là et mettons-nous dans une dynamique de rester, de parler d'une seule voix. Surtout qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Europe tout de suite, l'Europe commence à montrer des signes de division par rapport aux questions conflictuelles qui se déroulent un peu partout. Au niveau d'Israël et le Hamas ou bien Israël-Palestine, de cloche là-bas, hein. Il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a ceux qui sont pro, il y a ceux qui sont contre. De l'autre côté même, de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui en Europe, il y a des États qui se disent, mais écoutez, on ne va pas payer pour que l'Ukraine se fasse battre. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des États qui soutiennent l'Ukraine se rendent compte qu'il y a une évidence qui est claire, c'est que l'Ukraine ne peut plus gagner cette guerre. Et donc, ils commencent à se poser des questions. Donc, avec tous ces éléments, on se rend compte que l'OTAN est en train de soit mener une manœuvre de détresse pour attirer l'attention des acteurs et des partenaires, ou simplement en train de mener une manœuvre d'intimidation
qui sera naturellement vaine. Alors, justement, vous gardez la parole. La même question sera également valable pour Hamzat. De telles manœuvres, est-ce qu'il y aurait des sous-entendus? Alors, il faudra que Est-ce que ce seraient des manœuvres, comme on dit généralement, l'arbre qui cache la forêt? Oui, vous savez, aucune manœuvre en matière de relations internationales est sans sous-entendu. Il y a les intérêts affichés, il y a la démarche affichée et il y a les intérêts qui sont en dessous des intérêts. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être lorsque vous regardez le coût de cette démarche qui est en train d'être, de cette manœuvre militaire, sécuritaire qui est en train d'être mise en place, vous vous rendez compte qu'il y a certainement ceux qui en tireront profit beaucoup plus que d'autres. Maintenant, est-ce qu'il y a des accords qui sont en train d'être passés et qui nécessitent qu'on fasse cette manœuvre? On a entendu ici et là, que peut-être c'est des théories de conspiration, mais que les États-Unis évoluent davantage dans leur relation avec la Russie. Ils discutent beaucoup plus, avec beaucoup plus de ferveur, dans une dynamique de trouver une solution qui va coûter moins cher aux États-Unis et aux autres partenaires. Hamzat, Oui. on parle de sous-entendus. Ces manœuvres, est-ce qu'elles auraient des sous-entendus? Oui. Vous qui êtes expert en relations internationales. En période de guerre, en fait. Et en période de guerre, il y a pas de sous-entendu dans la réalité des choses. C'est-à-dire, toute action est calculée, mais au centimètre près. Toutes les options sont toujours sur la table. Et moi, je critique en réalité cette gestion de l'OTAN qui reste toujours bloquée dans la période de la guerre froide et qui n'a pas compris les véritables enjeux. Les véritables enjeux aujourd'hui ne sont plus guerrières, ne sont plus belligérants. Et l'OTAN ne comprend surtout pas. Et pour moi, ces manœuvres risquent d'attiser encore plus le feu, dans la mesure où en face, vous avez quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine, qui n'est pas prêt. Qui est à la fois sourd et muet. À la fois sourd et muet et qui n'est pas intimidé par ce type de choses. Même si ça pourrait intimider n'importe qui dans ce monde, 90 000 hommes quand même, c'est vraiment inquiétant. Et pour moi, foncièrement, je trouve que c'est une grande erreur, non seulement pour l'OTAN, mais également pour les pays qui continuent de soutenir cette guerre qui n'aura que pour finalité des pertes en vies humaines côté ukrainien, mais surtout des pertes économiques, mais énormes. Et le prix de la reconstruction, quand on va l'évoquer dans quelques mois ou dans quelques années, ça risque d'être un poids encore plus considérable qui aura un impact direct cette fois-ci sur l'économie européenne, parce que les premiers soutiens de l'Ukraine sont bien entendu l'Union européenne, les États-Unis aussi, mais quand il va falloir faire la reconstruction, faire le bilan, bien entendu, c'est les populations, une nouvelle fois, qui vont payer le prix au niveau de leurs factures, au niveau de leurs impôts, et attendons-nous à voir dans quelques années ou dans quelques mois des gouvernements complètement décrédibiliser. Et attendez-vous, moi je le dis comme ça, attendez-vous à voir de façon certaine des gouvernements de la droite, d'ultra-droite, qui vont prendre le pouvoir parce que cette population a longtemps été banalisée, leur revendication cette population a été marginalisée pendant très longtemps, et la conséquence va être la même chose qui est arrivée entre les deux guerres. C'est-à-dire, entre les deux guerres, vous avez eu... Vous allez chuter par là. Je termine là-dessus. Oui, très rapidement. Entre les deux guerres, vous avez eu ce même climat, c'est-à-dire entre 1918 et 1939, ce climat de la peur qui a longtemps été instrumentalisé, et la finalité a été un grand désastre qui a mené plusieurs gouvernements ultra-conservateurs au pouvoir, et ça a créé la grande bascule en 1939. Alors, oui, très rapidement. Oui, très rapidement, je voulais simplement dire qu'il faut quand même rappeler que cette démonstration s'inscrit dans le cadre de plusieurs démonstrations. On a eu plusieurs démonstrations, manœuvres militaires ces temps-ci, les 2 dernières années, que ce soit de l'autre côté de la Chine, de l'autre côté des États-Unis. Récemment, Chine, il y a eu Russie, exactement. Corée du Nord. Donc, c'est une façon c'est la mode, quoi. C'est la saison des grandes manœuvres. C'est une façon de faire ces manœuvres
au fait, si ça peut nous éviter d'aller dans des conflits réels, peut-être que c'est bien. Maintenant, au passage, la reconstruction de l'Ukraine, mais c'est une opportunité. Excusez-moi, hein, je suis dans une analyse purement objective et scientifique. C'est une grosse opportunité. Et ce qui fait qu'on n'a pas encore décidé de comment ça doit se terminer, c'est parce qu'on est en train de réfléchir à qui va participer à la reconstruction. Il y a des entreprises qui vont en tirer énormément profit. D'accord. Non. L'escale de cet après-midi nous conduit au niveau des pays baltes. Connaissant Hamzat, je ne vais pas lui passer la parole parce qu'il aura forcément envie de revenir sur ce qui a été dit par rapport à l'OTAN. On fonce directement au niveau des pays baltes, l'escale de cet après-midi où nous avons une construction des systèmes de défense aux frontières russes et biélorusses par les États baltes. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, ces anciennes républiques russes, par l'odeur de sainteté avec la mère patrie. Elles s'inscrivent dans la dynamique d'actualité. Et la dynamique d'actualité, c'est la défense et la sécurité. Ce qui, dans une certaine façon, remet en cause un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a nécessité pour chaque État de renforcer sa capacité militaire et sécuritaire. Oui, c'est vrai, mais on constate que ces anciennes républiques russes, quand même, une fois sorties de la mère patrie, une fois sorties de l'URSS, on a vu que ces républiques, on disait par exemple, de regarder plutôt du côté de l'Occident. C'est pas par exemple le cas de la Géorgie, c'est pas le cas du Kazakhstan, c'est pas le cas de l'Azerbaïdjan. Donc, oui, c'est compréhensible, mais c'est justement cela qui met l'accent aussi sur la menace. Vous savez, on sait dans quelle dynamique idéologique et dans quelle aspiration se retrouve aujourd'hui la Russie. Et on sait dans quelle aspiration idéologique et comportementale se retrouvent les pays de l'Ouest, avec en tête les États-Unis. Donc, tous les États qui se retrouvent dans cette zone-là et qui ont jadis fait partie du bloc ex-URSS, se retrouvent aujourd'hui dans une position où ils ont besoin d'être protégés. Certains ont pu se rejoindre l'OTAN pour pouvoir se protéger. Certains cherchent, vaille que vaille, à rejoindre l'OTAN. C'est le cas de l'Ukraine. Maintenant, pour ceux qui estiment qu'ils ne pourront pas forcément jouir de la protection de l'OTAN, qui est aujourd'hui difficile à mettre en relief, ont décidé de s'unir pour pouvoir quand même faire un petit front de résistance si d'aventure le géant russe décidait de s'occuper de leur cas. Mais je pense qu'on prête des intentions à la Russie qui ne sont pas d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être c'est des intentions futuristes. Est-ce que c'est même futuriste? La gestion... Ou alors il n'y a pas du tout d'intention. Probablement, c'est pas une évidence, mais il y a la probabilité qu'il n'y ait pas d'intention. Pourquoi? Parce que nous sommes au XXIe siècle où les questions majeures aujourd'hui de la Russie sont la gestion interne et le maintien de l'aspect sécuritaire de son territoire. Alors, et je pense qu'il n'y a pas d'enjeu lorsqu'on sait que ce sont des anciens États, des États qui ont fait partie de la Russie jadis et qui partagent, si vous le permettez bien, une notion de culture avec cette Russie. Alors, dites-nous un peu, Hamzat, vous qui êtes expert en relations internationales, comment comprendre, quand on regarde un peu la géopolitique de cette partie du monde, alors comment comprendre que ces anciennes républiques ont véritablement décidé de tourner le dos à la mère patrie? Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est dit. C'est le constat qui est fait. Je ne pense pas. Non, je pense. Parce qu'entre-temps, Vladimir Poutine avait misé sur les russophones, mais aujourd'hui, oui. Quand on regarde un peu la géopolitique de cette partie du monde et quand on regarde un peu l'histoire de ces pays, on constate qu'ils ont véritablement tourné dos à la mère patrie. Alors, moi je trouve que il faut qu'on clarifie les choses. Même si la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, je vais y arriver donc, aujourd'hui non plus une politique de proximité avec la Russie. L'histoire demeure et l'histoire fait en sorte qu'il y a certains liens qui sont maintenus malgré la séparation ou la rupture. Et il faut aussi dire une chose très importante, c'est que ces trois États sont instrumentalisés d'une certaine façon par l'autre côté.
Je m'explique. Quand le mur de Berlin était tombé, l'équation était toujours sur la table, c'est-à-dire quand l'autre superpuissance disparaît, eh bien c'est le monde unipolaire quoi, qui s'installe. Et c'était une fausse équation, dans la mesure où les Occidentaux n'ont pas pris en considération les priorités de ces peuples de l'Est, les priorités de ces politiques de l'Est. Et aujourd'hui, on est rattrapé par la réalité. La deuxième chose, je trouve que même si nous sommes dans un contexte de peur, il faut insister là-dessus, c'est le contexte de peur qui fait vendre aujourd'hui. C'est-à-dire, la peur fait vendre les politiques, la peur fait vendre ces militaires ou ces forces ou ces alliances comme l'OTAN, et ça les remet sur la selle d'une façon certaine. Et instrumentaliser la peur à cet égard, c'est dire à ces 3 États baltes que du jour au lendemain, vous pourriez être attaqué par la Russie. Regardez un peu ce qui se passe de l'autre côté en Ukraine. Regardez un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Europe, où on a tous peur de la Russie. Mais la réalité, c'est pas la Russie c'est pas de la Russie qu'il faut avoir peur. C'est plutôt de l'ordre qui a été il faut avoir plus peur de cet ordre qui a été installé durant tout ce temps, qui est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, je finis là-dessus, je pense que même si la Norvège et la Suède ont rejoint l'OTAN pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire pour la peur d'être attaqué un jour ou l'autre par la Russie, les pays baltes veulent constituer cette ligne de défense également dans ce climat de peur pour se protéger de la Russie. Mais aujourd'hui, si la Russie veut attaquer ces 3 États, vous allez comprendre avec moi que ça va se faire. Mais ce n'est pas du tout la priorité de Poutine aujourd'hui. Parce que la guerre russo-ukrainienne, Poutine a été très clair là-dessus. C'était basé sur des enjeux vraiment différents de ce que les pays baltes revendiquent aujourd'hui ou estiment aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes contextes. Et moi, je pense qu'on est en train de peindre en noir Vladimir Poutine, et c'est tout de même dommage. Alors, lorsque ces 3 pays décident conjointement de construire ce système de défense, on se pose la question de savoir, entre cette annonce et au niveau de l'OTAN, où on nous annonce également de grandes manœuvres, je vous pose la question, c'est vous les experts, c'est vous les consultants. C'est quoi le schéma? Qu'est-ce qui se trame, Morgane et Hamzat? Bon, Hamzat, tu veux y aller? Oui, moi je veux dire, c'est toujours ce climat de peur qui est en train d'être instrumentalisé et qui est toujours dans toutes les têtes. Mais à qui cela profite? C'est la question qu'il faut se poser. À qui tout ça profite aujourd'hui? Suivez mon regard. Aujourd'hui... on a suivi votre regard, il nous a amené nulle part. Hein? Non, ce que je dis est assez clair. C'est-à-dire, vous avez l'Occident qui veut continuer son hégémonie sur le monde et particulièrement sur cette région de l'Europe de l'Est. Mais la présence de la Russie dans l'équation complique forcément leurs initiatives. Ça, c'est assez clair. Et la deuxième chose, et je finis là-dessus, c'est que pour moi, si on va continuer dans cette dynamique où il faut continuellement s'affronter, où il faut continuellement désigner l'autre comme étant le mal, comme étant le monstre et le méchant, on ne va pas y arriver parce que aujourd'hui, on a besoin de tout le monde sur tous les plans, au niveau économique, au niveau géostratégique, au niveau, bien entendu, militaire aussi, on a besoin de tout le monde. Au niveau énergétique, vous allez constater que c'est l'Europe qui en souffre aujourd'hui le plus. Donc, l'Europe a besoin de la Russie. La Russie a besoin de l'Europe. La Russie aussi a besoin de l'Europe. Mais il est temps aujourd'hui qu'on puisse redistribuer les cartes autrement, en faisant en sorte que ce ne soit pas le plus puissant qui domine. D'accord. On te compris. On va permettre aussi à Morgane de... Donc, à la suite de Hamzat, je dirais simplement que ces pays ont reçu le message de détresse, techniquement. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas compter sur le dispositif sécuritaire traditionnel et que met en relief l'OTAN. Ces pays ont compris que l'OTAN même, pris de façon morcelée, et quand je parle de façon morcelée, quand vous prenez les pays membres de l'OTAN, ces pays ont compris que ces pays ont des difficultés. Ils ont des difficultés économiques, ils ont des difficultés stratégiques, ils ont trop de problèmes pour pouvoir être capables, de façon formelle, à pouvoir défendre
un quelconque État qui serait aujourd'hui attaqué par un tiers pays et qui ferait partie de l'OTAN. Donc ces pays ont décidé de prendre leur destin sécuritaire en main. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'ils s'inscrivent et c'est totalement compréhensible à cette heure où on a un peu des crises conflictuelles un peu partout dans le monde. Alors, nous nous rendons au Moyen-Orient où, en Syrie, les frappes israéliennes à Damas, le chef du renseignement des gardiens de la Révolution tué. Alors, les gardiens de la Révolution sont de nouveau frappés. Oui, à nouveau, Israël est désigné et nous entrons peut-être dans une phase décisive de ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier. J'ose croire que les différents acteurs vont à un moment s'apaiser pour renouer le dialogue, mais ça risque d'être très compliqué parce que en ciblant directement des personnalités clés du régime iranien, je pense que Israël est en train de déclarer un autre type de guerre à l'Iran, qui est le soutien. Oui, mais qu'est-ce que le chef de renseignement iranien fait à Damas? Oui, mais c'était dans le cadre d'une réunion décisive et stratégique. C'était un bâtiment qui a été ciblé et c'était lors d'une réunion. Donc, j'ose croire que la Syrie étant d'ailleurs un partenaire privilégié du régime iranien, j'ose croire que Israël ne compte plus s'arrêter, c'est-à-dire ils sont prêts à aller même au-delà des États qui sont qu'ils ciblent généralement comme l'Iran, et ils sont prêts à attaquer directement les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête, pour des raisons que moi j'attribue forcément à ce qui se passe à Gaza. Voilà. Parce que, vous savez, l'Iran aujourd'hui est un acteur majeur dans le conflit à Gaza aujourd'hui. Et si Israël n'arrive pas à vaincre ce qui se passe, ou ceux qui sont à Gaza, le Hamas en l'occurrence, eh bien, l'occasion est donnée de s'attaquer aux alliés du Hamas à l'extérieur. Alors, et ça pourrait nous amener à un nouveau type de guerre qui va embraser littéralement toute la sous-région. Alors, Morgane, comme on dit, qu'est-ce que le cheveu cherche quoi dans la soupe? Je vais m'exprimer littéralement, comme le veut la tradition africaine. Le chef de renseignement de la révolution qui est à Gaza, contrairement à ce qu'il dit, il n'était pas en mission, mais ça veut dire qu'il est là, il loge de ce côté, dans ce pays, comme on dit, c'est l'oreille de l'Iran de ce côté. Alors, je peux la question de savoir. Voilà une nouvelle perte. En Syrie, pardon. Voilà une nouvelle perte pour le régime iranien. Est-ce que cela pourrait pousser éventuellement Téhéran à entrer officiellement en guerre avec l'État hébreu, même si les morts ne se sont pas déroulés dans leur pays? Oui, déjà, il faut comprendre que nous sommes dans une dynamique. Tout ce qui est en train de se passer, c'est surtout récemment, nous montre déjà qu'on est en train de se rapprocher doucement, mais avec certitude, d'un embrasement de la région. Déjà, Israël qui met fin à la vie de certains leaders du Hamas au Liban, si j'ai bonne mémoire, et qui met en courroux le Hezbollah. De l'autre côté, vous avez des outils qui ont une relation assez bien connue avec l'Iran, qui mettent en péril le commerce international au niveau de la mer Rouge. Pour une fois, la Chine s'est prononcée, hein? Effectivement. Ce qui n'est pas courant. Effectivement. Et dans le même temps, vous avez les États-Unis et le Royaume-Uni qui ripostent et qui mènent des frappes bien ciblées, très précises, mais qui ont quand même fait des dommages. Des civils ont été tués et voilà, en voulant... On ne fait pas généralement une omelette sans casser des œufs. Hein? Et c'est justement les œufs cassés qui posent le problème et qui renforcent le caractère radical des mouvements qui sont censés être considérés comme des mouvements, des groupes terroristes. Mais ces groupes terroristes commencent à trouver de la légitimité aux yeux de leur population lorsque les populations sont frappées en cherchant à éliminer ces groupes terroristes. Ce qui nous ramène encore une fois à l'Iran. Donc, quand vous regardez Iran, Israël,
vous comprenez tout de suite qu'il y a une dynamique d'escalade des tensions au Moyen-Orient avec pour pôle conflictuel Israël de l'autre côté, et vous regardez derrière Israël, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, et de l'autre côté Iran. Maintenant, derrière Iran, qui on a? C'est la question qu'il faut se poser, parce que si les acteurs qui s'inscrivent derrière l'Iran sont capables économiquement et logistiquement de tenir, alors la région est foutue. Et on n'est pas prêt de se relever, parce que c'est une région qui est très importante pour le monde en matière, disons, économique. Quand vous regardez tout le pétrole qui est utilisé et la participation des États du Moyen-Orient à ce qu'on appelle l'OPEP, vous regardez de l'autre côté, ces États font partie aujourd'hui des bailleurs de fonds les plus équipés aujourd'hui sur la scène internationale. Le financement international, les pays du Moyen-Orient contribuent à une certaine hauteur et aussi de façon stratégique. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir le conflit se généraliser dans la région, et l'Iran est au cœur de cette façon de faire. Et rappelez-vous que lorsque il a été démontré que c'est l'État islamique qui a frappé l'Iran n'a pas cessé de dire non, je continue de penser que les États-Unis et l'Israël sont derrière. Voilà. Donc voilà un peu la dynamique aujourd'hui. Voilà, nous allons terminer par l'Asie-Pacifique. On parlera encore de l'Iran, même en Asie-Pacifique. Pakistan, Iran, après un échange de frappes meurtrières, Islamabad et Téhéran calment les ardeurs. Encore une fois, l'Iran se retrouve au cœur des tensions. Cette fois avec Islamabad. Oui, écoutez, l'Iran aujourd'hui, dans cette sous-région, que ce soit du Nouveau-Pacifique, c'est le Goliath? du Moyen-Orient, non, c'est le David qui est progressivement en train de redistribuer les cartes. Ça, c'est une certitude. Oui, est-ce qu'il va parvenir à le faire? Oui, bien sûr, parce que le piège véritablement de ces conflits qui sont en train de prendre des ampleurs considérables, c'est de longtemps penser que Israël ou l'Arabie Saoudite pouvaient jouer le rôle de l'antenne des États-Unis et de l'Occident dans cette région pour apaiser les tensions. Vous savez, dans le jeu de l'équilibre des puissances, quand vous avez quelqu'un qui est estimé comme étant le plus fort, personne n'ose s'attaquer à lui en réalité. Et l'équilibre de puissance a été détaillé par Bismarck, et ça fait en sorte que si tout le monde est équilibré au niveau de la puissance, plus personne ne va attaquer tout le monde. Donc l'Iran est aujourd'hui en train de rééquilibrer la balance au niveau de sa puissance, au niveau de sa force. Mais les gens, enfin, je parle des acteurs de la sous-région, notamment Israël, ne vont pas l'entendre de cette oreille, parce que leurs intérêts est en jeu. Quand on évoque le Hezbollah libanais, quand on évoque les Houthis au Yémen, ou quand on évoque le Hamas à Gaza, c'est foncièrement contre les intérêts des Israéliens. Et le rôle des Israéliens, bien entendu, c'est de défendre leurs intérêts, même si c'est au péril de leur vie ou de leur politique. Et par rapport à ce qui se passe entre le Pakistan et l'Iran, il est important de remettre la balle à terre, parce que je pense que ça pouvait créer une autre dimension du conflit entre les deux États, encore plus que le Pakistan est un allié, je vais dire, indirect des États-Unis. Et eu égard à ces considérations, l'Iran a bien fait de calmer les discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères pour que la balle puisse circuler à nouveau entre les deux États. Alors, je vous pose la question de savoir, Morgane, vous êtes un consultant géopolitique, et ça je le dis toujours. L'Iran qui frappe le Pakistan, un voleur qui créerait au voleur, prétexte, il y a un groupe armé terroriste sunnite qui opère à partir d'Islamabad, le Pakistan qui fait de même. Quelle est l'actu que vous faites? Est-ce que c'était une démonstration de force? Est-ce que de part et d'autre, tu tires, je tire, et puis on voit après si on peut négocier? La démonstration de force, je parlerai surtout de nécessité de montrer qu'on est un État souverain. En relations internationales, un État qui est attaqué, automatiquement a le devoir et l'obligation de répondre à cette attaque.
Et là, le Pakistan a été attaqué. Ne pas répondre serait totalement catastrophique pour l'État du Et un Pakistan. Iran qui crie au terrorisme. Comment ça sonne un peu Oui, quand on sait que... vous savez, l'Iran ne crie pas au terrorisme simplement pour créer le label terroriste. Et pour ce qui est du terrorisme, vous savez, les faits nous ont montré que ceux qui sont considérés comme terroristes aujourd'hui, de l'autre côté, peuvent être considérés comme héros, hein, le lendemain. Donc, ceux qui sont terroristes, c'est relatif. Mais cela remet au cœur des débats la question chiite, sunnite, qui est pratiquement dans tout le Moyen-Orient et constitue un foyer de tension dans chaque pays du Moyen-Orient où vous avez cette dualité chiite-sunnite. Quand on parle des outils et de la question du Yémen, c'est une question culturelle. Quand on parle d'Israël et de la question de la Palestine, c'est une question culturelle. On a des Juifs, on a les Arabes. Et donc, nous sommes au cœur d'un conflit qui, en un claquement de doigts, peut se généraliser dans tous ces États. Et donc, aujourd'hui, l'Iran a raison quand l'Iran crie aux terroristes, parce que pour l'Iran, les sunnites sont des terroristes. Oui, mais peut-être que du côté de l'Arabie Saoudite, ça rigole un tout petit peu là-bas. Oui. Vous dire, ah, un voleur qui crie au voleur. Oui. Vous savez, et c'est ce qui est intéressant sur la scène internationale. De façon objective, scientifique, tous les États sont des voleurs techniquement. Pourquoi? Parce que les États suivent leurs intérêts. Et quand vous êtes dans la quête de votre intérêt, à des moments donnés, vous êtes obligé de fermer des yeux sur ce qui pourrait être moralement contraire. La belle preuve, la question des droits de l'homme, la question des droits humains. On a vu plusieurs démonstrations de la capacité de certains acteurs, pour ne pas dire promoteurs des droits de l'homme, à fermer les yeux sur des questions de droits humains simplement parce que leurs intérêts étaient en jeu. Et donc, je pense que c'est en fonction des intérêts et des enjeux que les États posent des labels et des appellations. Donc, quand vous entendez terroriste, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans terroriste? Et je pense que dans le cas pratique, c'est simplement dit que, bon, voilà des groupes qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous et qui sont en train de tout faire pour qu'il y ait un changement de leadership chez nous. Alors, pour finir, pour clôturer cette émission cet après-midi, pour mettre la clé sur le pason, Hamzat, 3 différentes frappes iraniennes dans 3 pays différents, à savoir le Pakistan, la Syrie et l'Iran. Que cache-t-elle? L'Irak. Oui. L'Iran a frappé dans 3 pays différemment la semaine dernière, au Pakistan, en Syrie et en Irak. Alors, toutes ces frappes-là, que cachent-elles? Non, vous savez, c'est une façon de réagir. L'Iran, pour moi, est perpétuellement en train de démontrer qu'il faut réagir face à certaines situations. Et c'est dans un rôle premier d'affirmer, d'afficher son leadership dans cette sous-région. Et j'insiste là-dessus. Le rôle de l'Iran a changé. Le rôle de l'Iran au sein de cette sous-région a véritablement changé. Et ce n'est pas du tout anodin que l'Iran ait intégré les BRICS, par exemple. Les autres pays arabes reconnaissent ce leader, ce leadership iranien. Non. Quand dans un pays où vous n'êtes pas forcément arabe, vous êtes perse, donc c'est-à-dire que vous avez une autre culture. Est-ce que les autres pays arabes reconnaissent ce leadership iranien? Non, vous savez, vérité pour vérité. Même s'ils sont perses, non, vérité pour vérité. C'est des musulmans, d'accord? C'est des musulmans qui sont chiites, en majorité. Et en Arabie Saoudite, ils sont... Bien entendu, il y a une certaine minorité chiite aussi qui existe en Arabie Saoudite. Mais l'autre, ils sont chiites et la majorité en Arabie Saoudite. Ils sont sunnites, voilà. Bien entendu. Donc, il y a ce conflit permanent de religieux entre... Et qui n'est pas prêt de finir. Hein. Qui n'est pas du tout prêt de finir. C'est d'ailleurs le nœud central de toutes les questions. Mais il faut remarquer une chose très importante. C'est le rôle de l'Arabie Saoudite dans tout cela. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de privilégier véritablement ses intérêts économiques, ses intérêts politiques dans tous ces conflits. Ils sont en train un peu de sourire, comme vous l'avez dit autrement. Et moi, je ne les ai pas vus sourire. Hein. Non, pour moi, Mohamed Ben Salman sourit de tout ce qui se passe. Par rapport aux outils, par exemple, ou par rapport à ce couloir dans le golfe d'Aden et sur la mer Rouge, l'Arabie Saoudite
est en train de sourire tranquillement. Par rapport au conflit à Gaza, l'Arabie Saoudite également est en train de sourire, même si elle ne réagit pas directement. Mais ça, d'une certaine façon, ça consolide ce qu'ils ont toujours voulu, c'est-à-dire un conflit contre Israël, et de l'autre côté, un conflit dans la sous-région alimente. Vous voulez dire que ce sera un conflit par procuration? Oui, mais c'est parce ce qui se que passe l'Arabie Saoudite, si... même en elle-même, elle n'est pas prête à affronter Israël directement. Donc le Absolument conflit serait par pas, procuration. Absolument pas, parce que D'accord. c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est-à-dire, ça fait sourire, bien entendu, l'Arabie Saoudite, tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que dans un autre rôle, l'Arabie Saoudite pourrait jouer véritablement le rôle de celui qui crée les troupes dans cette sous-région, surtout contre Israël. Donc pour moi, c'est une façon de dire que l'Iran, la posture de l'Iran dans la sous-région a véritablement changé, encore plus qu'ils ont pris le temps de développer leur arsenal nucléaire, leur arsenal militaire également. Et aujourd'hui, on ne peut plus évoquer la paix dans cette sous-région sans évoquer l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran a réussi à captiver les attentions. Je finis là-dessus. Très rapidement, parce qu'au niveau de la technique, on fait des... Et je pense aujourd'hui qu'il y a quelques années, l'Iran était la cible, la proie facile de cette sous-région. Mais aujourd'hui, l'Iran a réussi véritablement à être un poids, et on ne peut plus aujourd'hui faire sans l'Iran, que ce soit au niveau des négociations de paix, que ce soit au niveau des conflits de l'autre côté dans le Yémen. On ne pourra plus absolument faire sans l'Iran. Et ça, c'est une politique vraiment à saluer en matière de géostratégie. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs des télévisions, pardon, autant pour moi, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. La troisième émission, comme je l'ai dit, de ce mois de janvier. Nous sommes allés au Cameroun, présidentielle 2025. L'Alliance politique pour le changement de l'opposition a été mise sur les fonds baptismaux. Vous avez écouté nos deux invités cet après-midi qui ont juste posé la question de savoir est-ce que Maurice Kamto sera à la hauteur? Est-ce qu'il pourra véritablement changer la donne face au rouleau compresseur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Les jours à venir nous le dirons. Nous nous sommes arrêtés du côté de l'OTAN. Oui, cette organisation qui nous annonce de grandes manœuvres, des manœuvres d'envergure pour cette année 2024. Là aussi, Morgan et Hamzat nous ont dit les tenants et les aboutissants. L'escale, c'était au niveau des pays baltes. Vous avez écouté pourquoi ces pays-là ont décidé de construire ce système de défense. C'est juste une question de peur, selon Morgan et Hamzat. La Syrie, là aussi, vous avez écouté. Morgan estime que tout ce qui se passe en ce moment est en droite ligne avec ce que nous vivons depuis quelques semaines. Hamzat, pour lui, l'Iran est devenu incontournable au niveau du Moyen-Orient et nous avons clôturé par le Pakistan qui a connu des accroches-jambes avec l'Iran la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis. Tatiana Handadjimeya, c'était moi. Retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h.